Noura Meptouche. Alors, on a travaillé avec Jean-Michel sur la légitimité et la souveraineté. Je vais exprimer un peu ma façon de voir les choses. Et dans mon discours, je vais commencer par la légitimité, parce que la légitimité, c'est quelque chose d'inné et qui est inhérent au pouvoir. Tout pouvoir a une légitimité, c'est Machiavel qui l'a montré. Même dans la pire des dictatures, la légitimité est quand même présente quelque part, même si elle se tient, elle n'est pas justifiable sur le plan éthique, quoique tout cela soit relatif, mais elle est quand même présente parce qu'elle est justifiée par l'usage de la force. Donc, on va définir légitimité, qui est toujours présente dès qu'il y a un pouvoir politique, et ensuite, on parlera de souveraineté. Et pour aller jusqu'au thème de la souveraineté, je vais passer par le thème du peuple, parce que justement, ce qui va permettre de passer de la légitimité à la souveraineté, c'est-à-dire à une légitimité qui devient justifiée par des moyens légaux et rationnels, et non pas par l'usage de la force, qu'elle soit psychique ou physique, eh bien c'est le peuple. Alors, d'abord, on va évoquer le principe de légitimité. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est vrai qu'on monopolise un peu le temps. Donc, la légitimité du pouvoir, chez nous, elle est censée être issue du suffrage universel direct. On sait que c'est très hypocrite et que, en fait, il y a une autre légitimité d'underground, mais qui en fait est la vraie légitimité, qui est celle de l'argent et du pouvoir. Mais bon, essayons quand même d'être naïfs et d'y croire. Elle est issue du suffrage universel direct, elle est censée l'être, mais si on considère le taux d'abstention aux dernières élections présidentielles d'avril 2022, on sait qu'il y avait 26,31% des inscrits au premier tour et 28,01% au second tour qui ont voté. Donc, on peut considérer que la légitimité issue du suffrage universel direct, qui devrait être la seule valable, est passablement écornée et remise en question. Et pourtant, les élections présidentielles sont celles qui sont les plus représentatives aux yeux des électeurs, qui y voient un moyen d'influencer le pouvoir le plus absolu, dans le sens où on élit le chef de la nation, comme on élirait le grand chef gaulois de sa tribu à l'époque des Gaulois, juste avant qu'on perde la guerre des Gaules. Cette interprétation témoigne d'un faible niveau de diffusion des véritables valeurs qu'on met en avant en éducation civique et citoyenne, parce que les gens croient tous que l'élection présidentielle qui élit le grand chef est la seule valable, alors qu'on oublie souvent que la loi se vote au Parlement. Or, les taux d'abstention sont encore plus importants, aux élections législatives, puisqu'en juin 2022, il y avait 52,49% d'abstention au premier tour et 53,77% d'abstention au second tour, Voilà, alors qu'on élit quand même les représentants de la nation. Donc, on parle aussi de souveraineté quand on parle de représentants de la nation, puisque ce système-là met en avant un système de souveraineté dite nationale. Or, la souveraineté nationale, donc la souveraineté tout court, est quand même bien remise en question par le fait que beaucoup de gens ne vont pas voter aux élections législatives. On continue. Donc, même chose pour les autres élections, alors qu'on dit souvent que la légitimité du pouvoir pourrait aussi passer par les pouvoirs locaux, ce qui est normal, puisqu'on est toujours bien plus au courant de ce qui se passe chez nous, dans sa municipalité, ou dans sa région, ou dans sa département, qu'au niveau national. Eh bien non, les Français n'ont même pas l'excuse de se dévouer à la cause de leur vie politique locale, puisque aux élections locales, eh bien, le lien au peuple est faible, puisqu'il y a un niveau d'abstention qui est fort, 66,72% au premier tour des dernières régionales, 65,31% au second tour, c'était en juin 2021. 55,25% d'abstention en 2020 au municipal au premier tour et 58,6% au deuxième tour. Les départementales souffrent du même mal,
66,68% et 65,64% en 2021 pour le deuxième tour. Enfin, les européennes, je n'en traite pas. Les taux d'abstention sont aussi très importants. Je crois que Anne-Cécile a prévu de nous en parler cet après-midi. Donc, je n'empiète pas sur ce qu'elle va dire. On sait que nul n'est censé ignorer la loi. Combien ont compris la réelle teneur de la dernière modification constitutionnelle qui visait par révision constitutionnelle, prévue dans la Constitution elle-même, à constitutionnaliser le droit à l'IVG. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que cette constitutionnalisation du droit à l'IVG, je mets ça en avant en sus de mettre en avant les abstentions aux dernières élections, de tous les niveaux, pour bien montrer que souvent on ne comprend pas les lois qui sont votées. Et on se laisse complètement avoir parce que nous disent nos journaux, qui par ailleurs sont carrément la propriété des grandes multinationales. Une multinationale n'a pas de patrie, n'a pas de citoyenneté. Hein. Une multinationale, ça ne pense qu'à générer de l'argent. D'accord? Donc ce que nous disent nos journaux, quand on nous dit super, l'action de Simone Veil en 1971 et de toutes ces femmes qui ont lutté pour le droit à posséder leur propre corps est enfin mis en avant dans la Constitution française. Mais non. En fait, on a constitutionnalisé le droit à l'IVG tout simplement pour donner le droit de le restreindre, puisqu'on rappelle aux femmes qu'elles ont le droit de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse, et que c'est un droit, mais que ce droit peut être réglementé au point de ne plus être utilisable. Vous comprenez ce que je veux dire? On reconnaît ce droit aux femmes, mais à côté de ça, si il y a une loi qui décide que le droit à l'IVG se restreint au pire cas de viol, et qu'en plus il faut avoir été violé et en plus être enceinte d'un enfant handicapé, eh ben vous avez le droit d'avorter seulement dans ces deux conditions-là. C'est un exemple que je donne. Hein. Eh ben c'est une restriction au droit à l'IVG. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Enfin bref, on reviendra dessus, mais bon. Voilà. Personne ne s'en est aperçu. C'est pareil pour le traité d'Aix-la-Chapelle dont je parlais tout à l'heure, qui permet dans le fond à l'Allemagne de prendre la place de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors même que la France, il faut rappeler que l'Allemagne a été démilitarisée après 1945, alors qu'il y a toujours de la nazification qui passe en Allemagne, et que c'est souvent et que les États-Unis qui sont derrière. On sait qu'aux États-Unis, le Ku Klux Klan a beaucoup de pouvoir, et que ce n'est pas sans lien avec la nazification de l'Allemagne dans les années 30 et ce qui se passe aujourd'hui. S'il vous plaît, je voudrais quand même terminer ce que je voulais dire. Voilà. Donc c'était pour finir. La légitimité, normalement, contrairement à, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser finir, sans parler en même temps que moi, contrairement à ce que dit Machiavel, dont je parlais tout à l'heure, sur la légitimité du pouvoir, la légitimité que l'on tire d'institutions démocratiques doit normalement régner bien au-dessus du monopole de la coercition légitime. Sinon, on est dans une dictature. On peut aussi être dans une dictature du droit. Et une dictature du droit, c'est une dictature qui vient aussi d'un certain monopole de la coercition légitime, qui fait que certains journaux ont le droit de monopoliser l'opinion publique et de conditionner les gens à croire n'importe quoi. Je terminerai cette partie sur la légitimité par cette phrase de Saint-Cernin: le pouvoir démocratique ne peut reprendre de l'autorité qu'avec des individus résolus dont l'autorité est reconnue. C'est pour ça que je rebondis sur la notion de peuple. Alors cette notion-là, tu l'interviendras en fin de journée, parce qu'on a déjà parlé. Est-ce que j'aurai le droit d'en parler? Oui, d'accord. Oui, bon, pas... très bien. Donc c'est juste pour dire que le peuple, c'est très important, et il faut qu'il existe. S'il n'a pas ses droits, ou alors si on le manipule même inconsciemment, il ne peut pas exister. Et sans peuple, il ne peut pas y avoir de projet de nation, et donc il ne peut pas y avoir de politique. C'est pour ça qu'on critique l'Europe. L'Europe politique que voulait
ceux qui ont créé l'Europe n'existent pas. C'est juste une Europe d'institutions et qui est au service toujours de la même doxa. Et donc, je finis, excusez-moi, l'Europe politique et la France, le projet politique, qu'il soit français ou européen, je voulais dire, ou international, ne peut pas exister sans peuple. C'est pour ça que, et là j'en viens à la notion de souveraineté politique populaire, sur laquelle j'avais beaucoup de choses à dire, mais que je ne vais pas avoir le temps d'exprimer. 2 minutes. Mais c'est juste pour dire qu'en France, on a toujours mis en avant la souveraineté nationale. Notre constitution française est faite pour et par des mécanismes qui permettent de mettre en avant la souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'on passe par des représentants de la nation. Et donc, je dirais que ça, c'est pas incompatible avec davantage de mécanismes mettant en avant une forme de souveraineté populaire. Il suffirait juste qu'on refasse notre constitution, qu'on écrive la constitution de la 6e République à travers, et en mettant en avant, en même temps, parallèlement aux mécanismes de souveraineté nationale, davantage de mécanismes de souveraineté populaire. Il faudrait faire une parité entre souveraineté nationale et souveraineté populaire dans notre constitution française pour être plus fort et pour donner à la société civile, comme le dit Pierre Bourdieu dans ses ouvrages Contre-feu, davantage de poids dans la constitution. Et là, vous verrez que les gens iraient voter. Il existe déjà des mécanismes qui mettent en avant la société civile. Je pense notamment au Conseil économique et social environnemental qui se décline par autant de Césaire qu'il y a de régions. Et il faut continuer avec ça. Les gens qui font partie des Césaires sont très contents de pouvoir y participer et il y a des choses qui effectivement se mettent en place. Dans les grandes communautés d'agglomération rurales, il y a les CODEV, comités de développement, où là vous avez des individus de la société civile qui ont envie de faire du politique, qui font des choses, mais on ne leur donne pas assez de moyens. Tout ça, normalement, ça devrait être dans la Constitution. Il y a beaucoup de choses à faire. Et j'allais terminer en disant que la Constitution de la 6e République, elle est déjà écrite. Pourquoi? Parce que depuis 1789, il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Il y a beaucoup de groupes de membres de la société civile qui ont travaillé en se réunissant comme nous on le fait aujourd'hui. Il y a eu mai 68, après 1968 et pendant 1968, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites que l'on peut retrouver, que l'on peut recenser, dont on peut faire une synthèse. Et j'allais dire que depuis l'époque où il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu Indignez-vous de Stéphane Hessel, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les indignés. Les indignés ont laissé la place, aux Nuits debout. Et puis après les Nuits debout, il y a eu d'autres collectifs, il y a eu les Gilets jaunes. Tout ça, c'est... Les bérets rouges, les gilets jaunes, et les gilets jaunes. Et les blouses blanches, et puis maintenant il y a nous. Alors, tout ça, c'est 20 ans de discussion de la société civile, de gens qui ont discuté. Il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, parfois sous forme d'affiches, parfois sous forme d'œuvres d'art, d'expositions, de photos, et beaucoup sous forme de sites internet. Moi, la Constitution est déjà écrite. Ça sert à quoi? Moi, je pense personnellement, contrairement à mon collègue Jean-Michel, qu'il ne faut pas refaire une constituante. Il y a eu assez de discussions comme ça, de débats stériles où les gens se disputent tous les uns et les autres. Je pense que la Constitution est déjà écrite, il y a des grands principes qui ont déjà été émis. On peut passer à la 6e République et mettre en avant les choses récurrentes qui sont revenues depuis 20 ans dans tout ce travail qu'a fait la société civile autour de notre vie politique et de nos institutions à nous, Français. Et je pense que la vraie démocratie participative sera après la mise en place de la Constitution de la 6e République, où il va falloir imposer des choses dans tous ces mécanismes de souveraineté populaire qui mettent en avant la société civile. C'est là qu'elle va pouvoir s'exprimer, c'est après. Merci Nora. Voilà. Merci. C'est pas dans l'avant, c'est dans l'après. Merci. Voilà. Merci.